Mais il y a un truc de ralentissement cérébral du système politique et idéologique lié à l'âge des électeurs, à l'âge de tout le monde en fait, qui fait qu'on n'est plus capable de penser le présent. En fait, le présent est impensable pour des cerveaux fossilisés. On a une conceptualisation politique de boomer actuellement. Et ce système-là ne va pas survivre très longtemps. Et ça se finira de deux façons. Soit il y a plus de démocratie, soit il y aura plus d'autoritarisme. Là, pour le moment, on est dans plus d'autoritarisme. On le voit bien avec Macron. Ça ne peut que se renforcer s'il n'y a pas un mouvement populaire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur Blast, nous sommes très heureux de recevoir deux invités. Olivier Berruyer, vous êtes statisticien. On vous doit deux sites, Les Crises et Lucide, et la chaîne YouTube qui va avec. Et nous accueillons avec vous Emmanuel Todd pour la première fois sur Blast. Donc Emmanuel Todd, vous êtes anthropologue, géographe, historien, économiste ? Non. Pas économiste, mais un petit peu prophète. C'est comme vous voulez. Je comptais me définir maintenant comme géopsychiatre, vu l'allure que prend la politique internationale. D'accord. Et alors, aujourd'hui avec vous, je voulais faire un peu le point sur l'état du pays en ce lendemain d'élection présidentielle. Nous vivons un moment de recomposition politique assez intense. Pour commencer, Olivier Berruyer, on va parler de l'actualité. Quels enseignements vous tirez de cette réélection d'Emmanuel Macron que nous venons de vivre et de l'accord des forces de gauche en vue des législatives qui a eu lieu la semaine dernière ? Bien peut-être, pour commencer, on peut faire un petit bilan des résultats électoraux, puisqu'on a mené une grande analyse chez Lucide, et je suis venu avec 3-4 graphiques pour mettre en lumière les points les plus saillants. Alors évidemment, on a vu réapparaître une très grande fracture dans le pays, une fracture déjà d'abord intergénérationnelle, puisqu'on voit sur ce premier graphique que finalement Macron a été élu par les inactifs. Si on regarde les 25-60 ans, il y a à peu près 50-50 sur du Macron-Le Pen au second tour. Par contre, Macron fait un très fort score, évidemment, chez les retraités, mais aussi chez les jeunes de 18-24 ans. Avec un petit biais quand même dans la présentation qu'on ne voit pas là, c'est qu'ils sont beaucoup abstenus les 18-24 ans. Alors évidemment, ceux qui restent, eh bien, ça se répartit comme ça, mais comme beaucoup se sont abstenus, alors que ce n'est pas le cas chez les plus de 70 ans, qui signent bien un système gérontocratique actuel. Et il est même assez interpellant peut-être de voir des seniors qui ont bénéficié pour la plupart des 30 Glorieuses, qui sont des boomers qui ont eu un accès facile à la propriété. Il parle de moi. Mais non. Pas seulement. T'as pas voté Macron, donc tu n'es pas tout à fait dans cette cible. Moi, j'ai appliqué à moi-même mon projet de suppression du droit de vote aux plus de 65 ans. Donc, je me suis abstenu de tout. C'est un projet sérieux, la suppression du droit de vote pour les plus de 65 ans ? Non, mais je pense que ce que disait Olivier est sans doute le plus important de cette élection, c'est-à-dire le fait qu'on a un président élu par moi je les appelle des improductifs plutôt que des inactifs, et qu'il y a un problème de fonctionnement de la démocratie à cause de l'élévation de l'âge médian du corps électoral. C'est-à-dire qu'on entre dans des systèmes politiques qui sont formellement démocratiques. Les gens votent, les gens peuvent s'exprimer, mais les gens qui ont conçu ces systèmes, que ce soit les rédacteurs de constitution ou les philosophes politiques, avaient en tête un citoyen qui avait un âge médian compris entre 25 et 30 ans. Donc actif, entreprenant dans tous les domaines. Et le simple fait que maintenant on ait un corps électoral ou des citoyens actifs avec un âge médian dépassant 50 ans, sans parler de ceux qui ont plus de 65, veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire il va falloir, d'une façon ou d'une autre, si on ne veut pas crever en tant que société, rendre le pouvoir aux citoyens actifs, aux gens productifs. Donc je pense que c'était vraiment important de souligner ça au début. La mesure sur laquelle Emmanuel Macron a communiqué,
pendant la campagne, c'est le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Bien sûr, oui. Et c'est donc assez stupéfiant de voir des gens qui ont bénéficié de la retraite à 60 ans, ce qui a eu un coût pour le pays, qui finalement contribue aussi quelque part au déficit actuel, dire aux plus jeunes, non, finalement, vous allez travailler jusqu'à 65 ans, alors qu'on aurait pu imaginer, dans ce cas-là, qu'il n'y ait pas de revalorisation de pension, alors, pour rééquilibrer un petit peu les comptes, sachant que sur le moyen long terme, le Conseil d'orientation des retraites, je rappelle, a dit qu'il n'y avait aucun problème de financement des retraites. Enfin, en tout cas, voilà, on est tranquille pour quand même un moment où il n'y a pas d'urgence à appliquer ce genre de mesures. Le deuxième point, d'ailleurs, qui est assez étonnant, c'est qu'en effet, comme tu le soulignes, finalement, la mesure de Macron, c'était « ouais, on va passer la retraite à 65 ans ». Je pense que c'est assez unique en France, même à l'international, il faudrait voir un président dont la mesure phare, c'est une mesure qui fait mal aux gens quand même, et qui, en plus, n'est pas utile. C'est pas commun. En 81, c'était tiens, on va vous baisser l'âge de la retraite. En 97, c'était tiens, on va baisser le temps de travail. Normalement, on essaie de faire des choses. Après, on peut le promettre et pas le faire. Fracture sociale. Non, c'est gaucher, la fracture sociale. Jacques Chirac, c'était le thème. Oui, tout à fait. Ouais. Et on voit que là, on a une mesure presque sadique, en fait, qui est mise en avant et qui marche. Ce qui en dit long aussi, je pense, sur le devenir de la politique. Mais l'alignement des vieux dans le corps électoral, des gens de ma génération, entre autres, dit quelque chose sur la chute de moralité des individus et de sentiment de solidarité collective. Parce que le fait qu'on voit apparaître une catégorie très bien définie dans les sondages d'opinion, dans les sorties des urnes, ne veut pas dire que la catégorie existe avec un projet. Ça veut dire que des individus placés dans des situations similaires, émus chacun par le même égoïsme, par le même individualisme, vont arriver à la même conclusion, qui est en l'occurrence là, les jeunes, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et par exemple, je parlais tout à l'heure de la philosophie politique conçue pour des gens pour un corps électoral d'âge médian de 25-30 ans, mais toute la réflexion sur l'individualisme est aussi, au fond, pensée sur la base implicite de gens d'âge actif. Mais en fait, il y a l'individualisme du vieillard est un concept qu'il faudrait creuser. Et donc, vous voyez, quand on parle de boomer, bon, j'aime pas trop l'expression pour des raisons personnelles, mais on doit creuser. Vous voyez, c'est-à-dire il y a l'individualisme à 25 ans, mai 68, transformé en individualisme de retraité, et ça donne des choses, ça donne une irresponsabilité sociale assez considérable. Ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'en plus, ça intervient un an après une mesure historique où on a dit tous les jeunes, tous les actifs, restez à la maison, il faut sauver les vieux. Puis en retour, il n'y a pas beaucoup de considérations sur le devenir social, sur le devenir écologique, sur évidemment tout ce qui va concerner les jeunes. Oui, parce qu'à ce moment-là, la solidarité, c'était, il y avait des appels à la solidarité globale pour sauver les personnes les plus fragiles, donc en particulier les plus âgées. Soit dit, on pourrait dire, je pense que tu vas parler des autres corps électoraux, les deux autres blocs, et en contrepartie, là, on va voir les actifs et les productifs. Et moi, alors l'électorat mélenchoniste est plus difficile à saisir sur ces critères de l'activité et de la productivité, mais l'électorat du Rassemblement national, qui est traité beaucoup comme périphérique, peu éduqué, ce qu'il est aussi un électorat ouvrier, populaire, employé, qui travaille et qui est productif. Et je pense que dans les analyses qui ont été faites de ces élections, on n'a peut-être jusqu'à présent pas assez mesuré un sentiment nouveau qui doit se répandre chez ces électeurs et chez les autres, à savoir que on a fait l'expérience du Covid, on sait qui bosse maintenant, on sait de qui on a besoin. Indispensable. Je veux dire, on a l'inflation, donc on sait qu'on ne produit pas assez de biens. Donc la vision de l'ouvrier va changer. Et il me semble que devrait se répandre dans les années proches, dans ce monde populaire qui produit, chez ces ouvriers qui étaient censés disparaître, qui étaient censés être en route vers la poubelle de l'histoire, le sentiment que si la société veut survivre, il va falloir qu'il soit aussi notre avenir. Je pense que
en termes prospectifs, le changement le plus important pour moi est peut-être de ce côté-là. C'est-à-dire que les gens qui étaient considérés comme condamnés par l'histoire vont de plus en plus être perçus comme indispensables à notre survie. On a parlé de la stratification selon les âges, mais il y a aussi selon les professions. Tout à fait. Donc on peut regarder ce que ça donne aussi au niveau des professions. Alors bon, on n'a pas mis les retraités, et puis peut-être aussi en transition, rappelons aussi que quand même, en prenant les abstentionnistes, 40% des retraités n'ont pas voté pour Macron aussi. Alors, au niveau de la répartition sur les actifs, ce qui est frappant, c'est que Marine Le Pen a obtenu près de 70% des voix des ouvriers. Donc ça montre la très forte implantation dans ces milieux-là, et elle est encore majoritaire chez les employés à presque 60%. Donc on voit que sur presque la moitié des actifs, Marine Le Pen l'a emporté sur Emmanuel Macron. Au niveau des professions intermédiaires, c'est plutôt 60% pour Macron, et sans grande surprise, presque 80% des cadres ont voté Macron. Donc on voit là aussi une autre fracture finalement qui intervient au niveau des personnes en fonction de leurs revenus, de leur catégorie socio-professionnelle, et peut-être encore plus fort que cette représentation finalement d'un vrai vote de classe, finalement, très, très, très parlant. Moi, j'aime bien cette présentation qui est assez rare et qui s'est intéressée cette fois tout simplement à l'auto-évaluation des gens sur leur qualité de vie. Vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes ou pas satisfait de votre vie ? Oui, non, bof. Et là, on atteint des scores qui sont assez stupéfiants, parce que finalement, sur tous les gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie, 80% ont voté Marine Le Pen. C'est 50-50 chez les bof, et chez les gens, ma vie, Startup Nation, tout va bien. C'est aussi 70% des gens qui votent là-dessus. Donc, ce qui est frappant, c'est de voir aussi à quel point le vote Le Pen est un vote de souffrance sociale. De gens qui vont mal. De gens qui vont mal, qui ont des conditions de vie difficiles. Et évidemment, quand vous êtes dans un système politique, économique, et qui fait que vous allez mal, vous essayez d'en changer. Alors, ce qui était assez stupéfiant aussi, c'était de voir on le voit sur Twitter, on le voit évidemment dans les grands médias. Vous avez des gens qui gagnent 5 000, 10 000, 30 000 euros par mois, qui viennent expliquer à des ouvriers, mais t'as pas honte, t'es bien dégueulasse de voter pour un changement d'une situation qui te fait souffrir. Et évidemment, il n'y a pas de réponse qui est apportée, évidemment pas par le Front National réellement sur ces questions-là. Mais enfin, dans la façon de respecter les électeurs, on a encore vu une forme de détestation sociale qui réapparaît là avec les législatives, qui n'est pas très surprenante évidemment pour ceux qui voient ça au quotidien, mais qui est quand même assez stupéfiante. C'est un peu caricatural, mais d'un côté, on a les gens qui disent que cette France-là, la France de Le Pen, pour la caractériser, c'est des gros beaufs racistes. Et puis, à côté, il y a des gens, donc peut-être un peu plus à gauche, c'est le fameux fâché pas facho de Mélenchon, qui explique que ces gens font ce qu'ils font pour certaines raisons et qui n'est pas que la xénophobie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la dynamique en cours. Je trouve que le système... les blocs étaient très clairs, là, mais la perception, la conscience, en particulier d'ailleurs chez les dirigeants politiques, que ce soit chez Macron, Mélenchon, Le Pen, est peut-être en retard sur ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on était, je le répète, dans une situation où les électeurs il y avait quelque chose de désespéré dans l'attitude des électeurs du Front National, c'est-à-dire de ce sentiment de relégation. Et là, ça va devenir autre chose. C'est-à-dire que, certes, ils souffrent, Olivier a raison, ils ne sont pas contents de leur vie, etc., mais ce qui va disparaître est la dynamique du système qui d'ailleurs, qu'on sentait quand même dans une montée en puissance des questions économiques par rapport aux questions ethniques dans la campagne. Avec le pouvoir d'achat et ces choses-là, logiquement, le sentiment de dépression qui est associé à ce vote populaire devrait s'atténuer ou même disparaître. Et le sentiment de satisfaction de ces économistes trop bien payés, inutiles et qui n'arrivent pas à trouver des solutions à ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un déficit de production de biens, que ces biens soient des biens agricoles, industriels ou technologiques d'un type ou d'un autre, leur sentiment de satisfaction va se restreindre. Parce que l'une des choses qu'on a devant nous, c'est la définition d'une partie, en un certain sens, avec les retraités, là, sont l'avant-garde
dans la définition d'une bonne partie de l'électorat macroniste, pas tous, hein. Il ne faut pas exagérer quand même, dans une bonne partie de l'électorat macroniste comme socialement inutile, économiquement inutile. Là, ça va changer beaucoup de choses. Et à mon avis, ça fait partie des choses qui pourraient permettre, ce qui pour moi est beaucoup plus important que les questions de regroupement des électorats d'extrême droite ou de regroupement de l'électorat de gauche. Pour moi, la vraie question, c'est la convergence des électorats dits d'extrême droite et des électorats dits d'extrême gauche. Puisque, évidemment, il y a une bizarrerie énorme dans le système politique actuellement. C'est si on regarde les appareils politiques, eh ben on a à l'extrême droite Marine Le Pen. Alors, à l'extrême gauche, dit-on, moi ça me fait un peu rire parce que je perçois Mélenchon comme un rat de soc, mais à l'extrême gauche, Mélenchon, et on nous dit, et au centre, il y a le macronisme. En fait, et bien entendu, parce que ces électorats sont divisés en extrême droite et extrême gauche, ou en tout cas les appareils, on va voir vraisemblablement, et sauf accident historique imprévisible, encore une chambre introuvable. Mais cet électorat centriste est en fait, en termes sociaux, extrémiste. C'est les très riches et les gens qui foutent rien. C'est un électorat extrémiste. Alors que sur une genre de sociographie, de profession, etc., c'est les électorats de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui sont côte à côte, et avec l'électorat de Macron qui est ailleurs. Et donc, tant que ces deux électorats ne trouveront pas une façon de se joindre, le système sera paralysé. Mais je pense que la montée en puissance des questions économiques, des questions de production, de déficit de production, devrait faire avancer les choses assez vite. Parce que se joindre, c'est-à-dire pour devenir majoritaire, pour sortir de cette espèce de situation absurde où un président que tout le monde déteste, qui n'a aucune politique pour rien, qui nous engage dans des guerres dont on ne veut pas, gicle. Il y a des possibilité de passer de l'un à l'autre, d'un vote Marine Le Pen à un vote Jean-Luc Mélenchon et inversement. On a vu des reports de voix entre les deux, mais il y a quand même les gens qui décident de voter pour Marine Le Pen. Il y a des différences programmatiques majeures entre les deux. Absolument. Au stade actuel, oui. Alors, cela dit, honnêtement, moi, je pense que Marine Le Pen, c'est ce qui m'a le plus frappé. Pour Mélenchon, c'est moins clair. Mais pour moi, c'est absolument clair que Marine Le Pen ne veut pas arriver au pouvoir. J'avais été très frappé par son sentiment de soulagement incroyable au soir du deuxième tour. Et là, je m'étais dit, pendant la campagne, mais quand même, pourquoi est-ce qu'elle remet au centre de sa problématique cette histoire de foulard islamique au moment même où elle est censée séduire l'électorat de Mélenchon, alors que c'est évidemment le truc qui va repousser l'électorat de Mélenchon. C'est un auto-sabotage ? Mais ce n'était pas malgré que, c'était parce que. Je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais il y avait une volonté, je dirais, de ne pas récupérer l'électorat de Mélenchon, de ne pas arriver au pouvoir. C'est dans ce sens que je dis que les appareils politiques ou les chefs au stade actuel, luttent contre l'évolution sociale. Parce que l'évolution, la dynamique sociale générale, la dynamique économique, la crise, l'improductivité du système économique, tout ça, devrait amener à une convergence de ces électorats mélenchonistes et lepénistes. Mais je n'ai pas du tout le sentiment que les chefs veulent de ça. Donc là, on est peut-être à un stade où la dimension ethno-religieuse est activée dans un sens ou dans l'autre pour empêcher ça. Il y a quand même une différence quand on regarde un peu les compositions des électorats. Celui de Mélenchon, il y a une dimension populaire, y compris dans les quartiers populaires, mais Mélenchon, c'est aussi, son électorat est très éduqué. Il a fait de très très gros scores dans les grandes villes universitaires françaises, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Oui, mais c'est être très éduqué maintenant, ça ne garantit plus d'être très riche. C'est-à-dire, pour moi, le type idéal de l'électeur mélenchoniste de ces villes, c'est quelqu'un
homme ou femme, qui a fait des études supérieures et qui va avoir une vie économique très difficile et qui va être appauvri. Alors là, je parle en boomer satisfait, mais je vois le processus en cours. Et donc, si on se met au niveau des difficultés économiques, on va vers une convergence des difficultés ouvrières et des difficultés des éduqués supérieurs. C'est beaucoup plus avancé aux États-Unis. Il y avait un papier dans le New York Times l'autre jour, là, qui disait qu'il essayait d'expliquer la resyndicalisation dans des boîtes comme Starbucks ou Amazon. Et l'une des raisons de la resyndicalisation, c'est que maintenant, c'est des millions de personnes qui sont employées et ils engagent les gens au niveau de la licence. Donc, vous faites une licence et puis vous êtes engagé comme livreur chez Amazon. Vous voyez, alors là, la convergence se fait. Vous voyez, on n'en est pas là encore en France. Mais c'est ce genre de choses que j'évoque. Maintenant, c'est vrai que la différence, je dirais, de valeur, le rapport à la xénophobie, l'ouverture au monde, etc., ça existe. Je veux dire, c'est un frein. Puis il y a aussi certainement encore des différences économiques de fond entre ces deux électorats. Mais le seul horizon raisonnable pour sortir du verrouillage du système, c'est la convergence, de trouver une solution, une formule politique qui permette d'aller au-delà des questions ethniques et de mettre vraiment les questions économiques au centre. Ce qui est dit sur cet électorat lepéniste, c'est-à-dire que ces gens qui sont dans souffrance, qui sont les perdants de la mondialisation, au lieu de se retourner, s'ils avaient choisi Mélenchon, c'est-à-dire qu'ils se retournaient contre les retraités, contre les classes supérieures qui, par leur choix, les ont appauvris, et s'ils se retournent vers Le Pen, c'est qu'à un moment, ils choisissent aussi de regarder, je ne sais pas quel est le bon mot, mais que le problème, c'est l'ouvrier immigré qui est à côté d'eux, ou qui fantasme, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on vote Le Pen, où il n'y a absolument pas eu d'immigration. Oui, enfin, c'est quand même aussi un point qui est, évidemment, qui est réel, mais qui est discutable. On ne peut pas dire non plus que c'est forcément ça qui va être dans la tête de 100% des gens. Comme tu le dis bien, déjà, il faudrait quand même que ces gens se rendent compte à quel point c'est une escroquerie, le Rassemblement national. Enfin, on l'a vu très bien, et en 2017, une première fois, et une deuxième fois. Enfin, il y a eu qu'à voir le débat. Il y a eu, enfin, c'est pas possible. Là, pour le coup, elle s'est entraînée quand même la deuxième fois. La première, on peut en douter. Aucune mise en difficulté de Macron sur son bilan. Enfin, il y avait des dizaines et des dizaines de façons, déjà, d'avoir des punchlines, de lui mettre la tête dans son bilan calamiteux. Elle ne l'a pas fait. Et comme tu le dis, mais enfin, elle voulait probablement pas être élue. Et ça se comprend. C'est quoi l'élection de Marine Le Pen? C'est que le pays est en feu le soir même. Elle a envie de ça. Et on voit très bien qu'elle ne porte pas ça en elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est évidemment avoir son petit boulot à 10 000 € par mois au Parlement européen. Voilà, mais sûrement pas de prendre le pouvoir. Donc elle n'est pas là pour défendre les classes populaires. Alors après, pourquoi les classes populaires votent pas? C'est quand même la vraie question. Pourquoi un ouvrier, il vote pas à gauche? Ça, la gauche devrait se poser des questions. Alors certes, on peut dire c'est questions religieuses. Jusqu'à quel point? Je veux dire, c'est des gens aussi qui ont sans doute voté en 81 pour Mitterrand, en 88 pour Mitterrand, en 97 pour Jospin, et qui ont dit mais au final, ma vie, elle n'a pas beaucoup changé. Merci pour les 2 heures en moins de travail. Ça ne change pas mes revenus, ça ne change pas ma situation. Et sans doute, on arrive sur l'impasse européenne. Parce qu'ils ont bien compris que aller voter pour des partis qui ne remettent pas en cause l'architecture européiste, pour faire simple, ça ne peut pas marcher. Je rappelle souvent cette phrase d'Alain Madelin, qui a dit en 92, voter Maastricht, c'est une assurance vie contre le retour à une expérience socialiste type 81. Et il a raison, Alain. C'est fait pour que ça n'arrive pas. Donc, vous êtes socialiste, vous dites je veux faire un programme socialiste, et pas d'extrême gauche, comme on essaie de nous vendre un truc extrême. Il n'y a rien d'extrémiste dans le programme, un programme de gauche. Alors, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, on a un peu oublié. Reprenez le programme de 80, vous allez voir ce qu'est un programme de gauche encore beaucoup plus dur. Nationalisation, baisse de l'âge à la retraite, etc. etc. Bon, vous êtes socialiste, on vous dit je veux faire un programme socialiste, mais attention, moi je ne veux pas remettre en question l'architecture. On va peut-être, soi-disant, désobéir. Comme un État, ça ne désobéit pas, ça applique un traité, ça applique où ça n'applique pas un traité. Dans l'accord de la NUPES, la désobéissance au traité européen. Moi, j'avoue, j'ai horreur de ce terme-là, ça me dépasse en fait. C'est déjà une négation. C'est très enfantin. Oui, c'est ça. C'est très enfantin, c'est typique de gens qui ne s'apprêtent pas à gouverner.
C'est les enfants qui désobéissent. Parce que ça a été négocié, renégocié, ça a été un des points d'achoppement. Non, mais il y a quelque chose de sympathique dans la situation actuelle, c'est que les deux grandes forces qui émergent sont eurosceptiques. Dans un certain sens. Sympathique pour vous. Oui, j'ai failli le préciser moi-même, mais bon. Donc en fait, l'annihilation du Parti socialiste, qui est quand même le premier responsable de Maastricht et de la destruction de l'industrie française et d'une bonne partie de l'économie, bon, c'est très agréable et de les voir se plier devant Mélenchon, même si on n'a pas une passion pour Mélenchon, je reconnais que c'était un petit moment de bonheur pour moi. Mais bon, ils sont en train de disparaître, c'est une chose. Mais le problème dans la situation actuelle, quand on regarde les électorats, on voit des structures. Enfin, c'est vraiment... Donc, on voit cet électorat du Rassemblement national qui est très ouvrier, très employé, très populaire, peu éduqué. Ça a une forme. On voit l'électorat de Macron, c'est des gens qui ont vraiment de l'argent, et puis les vieux jusqu'à un certain niveau, en descendant vers le bas. L'électorat de Mélenchon est plus diversifié. On peut voir quelques types idéaux que l'on cherche du côté des études supérieures ou du côté d'une origine musulmane, plus que d'une confession musulmane. Mais c'est, comment dire, ces forces assez nettes dans le corps électoral ne correspondent pas, je crois, à des forces et à des programmes réellement structurés et menant vers l'avenir. C'est-à-dire d'abord la forme des partis. Bon, le Parti socialiste, on peut se féliciter de sa disparition, mais c'était un parti avec des procédures. Bon, ça bourrait un peu les urnes, mais il y avait des urnes en interne quand même. Il y avait des choses. Les Républicains... ils bourraient les urnes, mais quand même, ils essayaient de faire semblant. Des congrès, des fédérations. Voilà. Et alors que maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a des chefs. On a Macron, on a Le Pen, on a Mélenchon, et au-dessous de ces chefs, il n'y a plus de structure. Il y a des... Alors, je ne vais pas dire bandes, parce que c'est trop petit et désagréable. Il y a des tribus, en fait. Donc, en fait, ce qu'on a en France, c'est pas... On a 3 forces, mais ces 3 forces ne sont pas des partis. Ce sont des tribus avec leurs chefs. Je ne dis pas clan, parce qu'un clan, en anthropologie, a une structure très précise, etc. Et puis, au-delà de ça, ce qui va avec le fait de chef, c'est qu'il y a des programmes, il y a des trucs avec des listes de points, mais il n'y a pas, comme il y avait avec les anciens partis politiques, il n'y a pas une doctrine, une idéologie qui donne une vision du pays et de son avenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il change si souvent le programme. Le chef peut changer de programme. Mélenchon a viré ses souverainistes, Marine Le Pen a viré ses souverainistes aussi d'ailleurs, en fait, d'une certaine manière. Donc il n'y a pas d'idéologie dans le bon sens, dans le sens noble du terme. Et donc on a, au stade actuel, je trouve l'électorat plus structuré que les forces politiques, ce qui est quand même extrêmement bizarre. Et ça, il n'y a pas de raison de se réjouir, je dirais. Et ultimement, c'est ce qui explique le fait que Macron ne soit rien passé. Macron est toujours au pouvoir, malgré ses échecs successifs. Et il est au pouvoir parce qu'il n'existe pas de partis et de projets cohérents, qui pourraient d'ailleurs, s'ils étaient différents, si vous aviez des vrais partis, si le Rassemblement national et la France insoumise étaient des vrais partis politiques, avec des organigrammes, des procédures, un projet, ils pourraient négocier des accords de désistement. Oui, vous voulez qu'on fasse de la politique fiction ? Allons-y. Voilà. Donc, on est là dans une situation bloquée. La situation est quand même très, très grave pour le pays. Le taux d'inflation s'emballe et on va bientôt s'apercevoir que ça correspond à des chutes de niveau de vie qui vont être dramatiques pour beaucoup de quartiers de la population. On est dans une guerre qui va durer des années avec la Russie et qui est en interaction avec cette crise économique. Bon, les seules réponses, ça va être de réindustrialiser d'une façon ou d'une autre, de prendre le choc de la baisse du niveau de vie, mais de réindustrialiser. Pour réindustrialiser, il va falloir sortir des contraintes européennes, pas juste désobéir. C'est pas juste désobéir à 2-3 petits trucs.
Il va falloir retrouver l'autonomie monétaire, retrouver la capacité de création monétaire, d'investissement productif direct par l'État, je dirais, en collaboration avec le secteur privé. Il va falloir faire toutes ces choses. Et on est en situation d'urgence. Donc, honnêtement, si on avait affaire à un personnel politique conscient de cette gravité, du côté des deux grandes forces de contestation du système, là, avec les législatives qu'on a, ce qu'on devrait avoir, ce n'est pas des petits accords pour donner tel nombre de sièges aux Verts, tel nombre de sièges aux socialistes, tel nombre de sièges à la France insoumise. J'espère que je n'en ai pas oublié. Les radicaux, peut-être, je ne sais plus si ça existe toujours. Et le PCF. Voilà, ce ne serait pas de savoir si Marine Le Pen va récupérer les voix d'Éric Zemmour. Ce dont on aurait besoin, je vais dire un truc hallucinant. On est là pour ça, je pense. Là pour ça. Ce dont on aurait. Alors, le premier truc dont on a besoin, pour que toutes les forces soient représentées et que les points soient négociés, c'est de passer à la proportionnelle. Tant qu'on est dans un régime majoritaire, eh ben, ce parti faussement centriste et extrémiste, en réalité, les macronistes, domine le système. Donc, ce dont on aurait besoin là, c'est d'un accord transitionnel et présenté comme tel entre le Rassemblement national et la France insoumise pour des désistements mutuels avec un seul engagement, passer à la proportionnelle, et ensuite on se sépare. Rien de tout ça ne se passe. Oui, mais ça paraît complètement impossible. C'est impossible parce que les gens n'ont pas dans la tête le sentiment de l'urgence nationale. C'est parce que la politique n'est pas sérieuse que c'est impossible. Si les gens avaient une conscience réelle de la gravité de ce qui se passe dans le monde, de l'urgence économique, écologique même si vous voulez, ou climatique, ou militaire, eh ben, on serait dans des accords inconcevables pour sortir de ce verrouillage. Et le fait, quand vous dites c'est impossible parce que la politique n'est pas, les gens ne sont pas conscients de la gravité de la situation. C'est-à-dire, on retrouve cette question du vieillissement noté tout au début par Olivier. C'est-à-dire qu'il y a un truc de... C'est bizarre pour moi, qui ai 70 ans, de dire un truc pareil, mais il y a un truc de ralentissement cérébral du système politique et idéologique lié à l'âge des électeurs, à l'âge de tout le monde, en fait, qui fait qu'on n'est plus capable de penser le présent. En fait, le présent est impensable pour des cerveaux fossilisés. C'est-à-dire, en fait, on a une on a une conceptualisation politique de boomer actuellement. Même les jeunes qui votent pour Mélenchon, dans leur tête, sont des boomers. Forte parole. Je note. Mais ce que vous dites, là, il y a quand même des choses... Parler pas d'alliance, mais d'accord ponctuel entre... Accord de transition pour débloquer le système. Ces deux formations politiques-là signeraient leur arrêt de mort par rapport à leur électorat, s'il y avait un accord comme ça. Pourquoi ne pas faire le pari de l'intelligence des électeurs? Pourquoi, et surtout le pari de leur intelligence et le pari de ce qu'ils sont eux-mêmes en évolution. Le verrouillage est certainement le même des deux côtés, et les questions ethno-religieuses, xénophobie, racisme, c'est très sérieux. C'est pas surmontable. C'est très sérieux, mais je crois qu'il faut voir ce qui a mené. Alors c'est très difficile de parler à la place des lecteurs, et surtout à la place des lecteurs du monde populaire, qui est assez loin de moi socialement. Mais je crois que on se dit toujours, mais pourquoi est-ce que ces types de milieu ouvrier, par exemple, qui savent que tous leurs maux viennent des bourgeois, se retournent contre les immigrés? C'est la question que vous posiez tout à l'heure. C'est ça. Pourquoi ils sont dans cette problématique? Je crois que ça va... en fait, on se dit, mais pourquoi on n'a pas une classe ouvrière progressiste comme autrefois? La classe ouvrière de Marx, qui portait l'avenir du monde.
prolétaires de tout pays, unissez-vous. Et maintenant, pourquoi est-ce que prolétaires du tout pays pourchassent les immigrés, hein? C'est ça la question. En gros, je crois qu'il faut bien voir que la classe ouvrière progressiste, c'était une classe ouvrière, je l'ai dit tout à l'heure sous une autre forme, qui avait le sentiment d'être l'avenir du monde, parce que son travail était essentiel. Et donc, elle portait l'espoir, son propre espoir, et l'espoir de l'humanité. Et puis ensuite, on est entré dans la globalisation, et en fait, on a dit, et la globalisation, c'est la délocalisation des activités industrielles. C'est la fabrication de nations ouvrières, comme dit David Kella. Qui sont en concurrence. En Europe, elles ne sont pas en concurrence, elles ont remplacé dans l'esprit des gens. On fait tout fabriquer en Chine ou en Pologne ou en Roumanie, etc. Et on crée un système culturel et économique où l'ouvrier, je veux dire, intériorise l'idée qu'il ne sert plus à rien. Et c'est cet ouvrier auquel on a collé l'idée qu'il ne servait plus à rien, et même la réalité, dans une phase transitoire, qui se retourne contre l'immigré. Donc il y a une sorte de pessimisme. Mais si on revient, et c'est ça qui est en train de se passer, je veux dire, l'expérience du Covid, l'expérience de l'inflation, de la guerre d'Ukraine, etc. Si on revient dans un monde qui pense que l'ouvrier est sa seule chance de survie, on peut postuler, là je fais c'est plus que la prospective, c'est de la science-fiction, oui. Hein. Voilà, et optimiste en plus, on peut postuler que la question de se positionner comme une sorte de résidu supérieur à l'immigré passera au second plan. Le sentiment pour un ouvrier d'être essentiel à la vie de son pays est un truc extrêmement puissant, potentiellement. Et c'est ça auquel les intellectuels, les politiques, etc., devraient réfléchir actuellement. Vous voyez, en même temps, en construisant des plans de reconstruction industrielle. Je reconnais que là, je fais un peu du sous-Marx. Pour rebondir aussi, j'aimerais parler, tu parlais un peu de l'épuisement intellectuel des boomers. Mais je trouve qu'il y a aussi, de plus en plus, une prévalence de l'émotion sur la raison, en fait. Et on peut voir ça sur plein de sujets. Sur les sujets politiques, géopolitiques, internationaux. Alors, est-ce que c'est lié à la perte de sens aussi un peu dans la population, aux réseaux sociaux? Mais c'est qu'on n'arrive plus, je trouve, avec difficulté, à raisonner, quoi. Il faut réagir tout de suite sur l'émotion, sur des images. On parlait tout à l'heure, voilà, c'est désobéir. Et je passais vite là-dessus, mais pourquoi c'est enfantin? Parce qu'on parle de la France, et la France, elle n'obéit à personne. La France, c'est la France, on est souverain. Donc on a signé des traités, on les applique. Si un jour on ne veut plus appliquer les traités, une jolie formule de De Gaulle qui dit, de toute façon, on signe les traités. Si un jour on s'est fait couillonner, on arrête les traités. Et puis, point final. Mais on n'a pas à désobéir, parce que désobéir, c'est un enfant qui obéit à ses parents. Il n'y a rien au-dessus de la France, normalement. Alors on essaye de nous construire un machin, dans le but explicite d'empêcher une autre politique que le néolibéralisme qui détruit la société, qui détruit la paix, qui détruit tout, qui détruit la planète. Et quand on est sur ces sentiments-là, il faut dire aux gens, non, attendez, raisonnez, hein, il n'y a pas à obéir ou à désobéir, on applique, le traité, il nous va pas, s'il ne nous va pas, on en négocie un autre, et il ne s'agit pas non plus de tout casser ou de repartir de zéro. C'est ce qu'ont fait les Anglais sont partis, mais remarquez, ils ne sont pas juste dit au revoir, ils ont tout de suite renégocié un traité, qui est en gros l'équivalent d'un traité de Rome. Autrement dit, vous enlevez tout ce qui n'a rien à foutre dans une coopération européenne économique raisonnable. Vous retrouvez ce qu'a fait l'Angleterre, mais c'était ce qu'on avait à peu près dans les années 60, pour ne pas faire peur aux gens en disant « oui, on va tout casser, vous savez revenir, ou les nations vont se taper dessus ». Ce qu'il y avait dans les années 60-70, c'était déjà un gros progrès par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, si je reviens sur cette partie émotive, eh bien, ça empêche de s'intéresser à des causes profondes. Cette élection a montré à quel point le système actuel est mort au niveau, je n'ose même pas dire démocratique, parce qu'évidemment on est très loin de la démocratie aujourd'hui, mais en tout cas dans un système représentatif, un tant soit peu libéral, qui peut être quand même plutôt sympa, même si on n'est pas dans un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. L'oligarchie libérale me paraît le bon concept. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oligarchie libérale, en effet. Monarchie élective à tendance oligarchique, c'est ce que m'avait dit un ministre, et c'est bien le cas. On voit très bien que il y a un graphique qui était aussi intéressant quand on a des gens, finalement, l'élection de Macron, pour vous, c'est quoi? Vous regardez ce qui est ressorti, il n'y a qu'à peu près un tiers des gens qui ont un sentiment positif de l'élection de Macron. Et encore, quand je dis positif, 20%, c'est du soulagement. Bizarre, vous venez d'élire un président, soulagement 20%. Espoir, 10%. Joie, 4%. 4%.
Waouh, c'est waouh, bravo, quoi. 60%, c'est de la colère, de la déception et de l'indifférence. Bien sûr, c'est de l'indifférence, de la déception, de la colère. 20% des gens ont de la colère. C'est colossal. Oui, mais la question, à la fois de cette combinaison d'émotions et d'impuissance, ça pose presque... Je faisais des blagues sur moi en géopsychiatre, mais on est confronté à on passe insensiblement de l'analyse politique à la psychiatrie, d'une certaine façon. Et donc, il faut se demander, c'est quand même hyper bizarre, en termes de décennies d'ascension, ou de soi-disant ascension de l'individualisme, de se retrouver avec cet individu-là, c'est-à-dire émotif, isolé, qui n'arrive à rien, et qui a peur. Et qui a peur. Et alors, moi, ça fait très longtemps... la mécanique est derrière la décomposition du système politique français. C'est la mécanique... À l'origine, la structuration du système politique français était religieuse. C'est-à-dire, il y avait le christianisme, le catholicisme hérité du Moyen-Âge. Il y a eu un effondrement de ce christianisme, de ce catholicisme dans la partie centrale et sur la face du pays, et sur la façade méditerranéenne vers 1730. Ça a été remplacé par l'idéologie de la Révolution, et puis ça a donné des systèmes de partis. Mais si vous regardez la carte des élections du Front populaire en 1936, vous verrez que la droite, c'est les régions qui ont encore une pratique religieuse catholique, la gauche, avec au cœur le communisme, un peu autour les socialistes, et puis les radicaux, c'est les régions déchristianisées. Et on a vécu sur cet héritage, en fait, chrétien ou post-chrétien. Post-chrétien, ça va être la nation, ça va être la classe sociale, et les idéologies qui vont avec, ce sont des idéologies toujours avec quelque chose qui encadrait l'individu et qui était du collectif autour de l'individu. Ce dont on n'avait pas conscience, c'est que l'individu ne peut pas exister pleinement tout seul. On ne peut pas être un individu. Le rêve d'un individualisme qui n'est composé ou qui ne produit que des individus, c'est pas ça. C'est-à-dire, l'Athénien, par exemple, pour revenir au grand modèle, qui est un modèle de l'individualisme, il était au cœur d'une conscience collective de la cité absolument formidable. Et que sans cette espèce d'enveloppe protectrice et constructive, ou constructive, je ne sais pas comment dire, autour de la cité ou de l'idéologie, de la classe, de la religion, l'individu n'est rien. Et là, la décomposition, j'ai vu ça à partir de la montée du Parti socialiste, c'était la fin du catholicisme dans les régions périphériques de la France. Là, il n'y a plus rien, on atteint des niveaux zéro. Mais même tout ce qui était... Il ne reste plus rien, et ce qui reste, c'est l'individu sans rien. Et l'individu sans rien, il est tel que tu le décris, c'est-à-dire émotif, incapable de raisonner et surtout incapable de s'organiser. Là, je suis en train de faire la phase pessimisme du scénario. C'est la face sombre de ce que je disais tout à l'heure. Et ce qu'on vit, c'est la fin de ces structures-là que vous décrivez. C'est-à-dire que l'économie devrait mener à un regroupement des forces, à un effacement des clivages ethno-religieux, à la définition de solidarité collective efficace. Mais ce qu'on n'a jamais vu, ou ce qu'on ne voit pas, mais qui était très, très important, c'est l'idée d'enveloppe religieuse idéologique structurant les individus eux-mêmes. Ça, on ne le retrouvera pas. Et en fait, donc, c'est pour ça qu'on n'est pas certain. C'est-à-dire qu'on est des atomes dans le vide et ça donne ces vieux qui sont ravis qu'on supprime les avantages dont ils ont, eux, bénéficié, individu par individu. Donc, une sorte de... Et peut-être que l'appauvrissement massif des gens va produire un sursaut. Une réaction. Quand vous parliez de partis sans idéologie, vous parliez de ça. Oui. Parce que ce qu'on pourrait vous répondre, c'est que les partis ont des idéologies, notamment la France Insoumise a un programme, l'avenir en commun. Programme. Mais c'est différent d'idéologie. Non, il y a des préférences de valeurs. Ils ne sont pas racistes, c'est super sympa. Je me demande toujours si je vais voter pour eux. Une fois oui, une fois non. Enfin bon, voilà. Mais dire qu'il y a une idéologie en sens de structure, non. Il y a Mélenchon. Je m'excuse. Vous
ça va bien pour lui, donc on peut recommencer à faire des blagues, mais pour moi, l'idéologie de Mélenchon, c'est le narcisse-léninisme. Vous voyez, c'est pas... il y a lui, quoi. Et à partir du moment, dans le système, ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est la contrainte européenne est telle, un parti qui n'a pas une attitude claire sur la conception de la nation, qui n'accepte pas de dire que dans un pays qui a perdu sa souveraineté monétaire et qui est paralysé par les règlements commerciaux européens, bon, il n'y a pas de souveraineté nationale, il n'y a pas de vraie politique, et tout est une comédie. Un parti qui n'est pas capable de commencer par ça n'a pas d'idéologie, en fait. C'est pour rire. C'est pour rire. Ce n'est pas la faute du parti. Les électeurs eux-mêmes ont peur maintenant. Je veux dire, il y a une sorte de peur. Je veux dire, si ça va avec cet état d'atomisation qui est quand même, c'est vrai, assez préoccupant. C'est aussi parce qu'il n'y a pas de débat. Il y a un vrai espace médiatique unique où on ne peut pas discuter posément de chez ça. Enfin, je veux dire, ça m'excuse de le dire, mais moi, je suis opposé au traité de Maastricht depuis 1992. Ça fait combien de temps, donc, maintenant? Ça fait 30 ans. 30 ans, oui. Donc, j'ai passé 30 ans à me battre pour rien. Je suis un vaincu de l'histoire. J'ai vu l'opposition à l'euro se rétracter, disparaître à mesure, d'ailleurs, de ses échecs successifs. Je veux dire, il a totalement foiré, et plus il foirait, plus il était accepté. Donc, il y a une sorte de... Et ça s'explique par je ne sais pas, par d'atomisation. Il y a aussi que l'euro est devenu autre chose, hein, quand même. C'est pour ça que les gens ont peur. C'est-à-dire qu'au départ, l'euro était une monnaie de discipline un peu sadique, c'est-à-dire avec ce que les Allemands avaient imposé, de discipline. Et en fait, petit à petit, l'euro est devenu autre chose. À partir des crises de 2007-2009, de l'argent gratuit à taux zéro, des petits cadeaux de l'Allemagne à la France, etc. L'euro, c'est devenu pour la France pas du tout un truc de discipline comme pour les Grecs ou les Portugais. C'est devenu au contraire l'instrument du laxisme, la morphine, oui, qui permet d'avoir un déficit commercial énorme sans une monnaie qui s'effondre. C'est-à-dire l'euro est devenu le truc qui permet aux Français, à tous les Français, de vivre à crédit. Mais c'est la morphine, et au bout de la morphine, on commence à avoir on n'est pas guéri. Hein. Non, on commence à avoir l'inflation, en effet. Et on est complètement au rebours, en effet, ce qui avait été promis en 92. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est étonnant de voir à quel point, plus on voit que ça ne marche pas, plus on voit que les promesses qu'on nous avait faites, plein emploi, première zone de compétitivité mondiale, c'est risible. Et qu'on ne peut même pas avoir des débats raisonnables, parce que je rappelle que c'était déjà une idée stupide à la base, qu'aujourd'hui, il faut regarder la plupart des économistes internationaux, ceux qui ne sont pas en Europe, des Américains, des Chinois, ils regardent, mais c'est ridicule votre truc, pourquoi vous faites ça, votre monnaie, pourquoi vous vous faites mal, ça ne sert pas à ça, une monnaie. On ne peut même pas en débattre. Là, tu vois ça, c'est, voilà, ça y est, tu veux tout détruire. On ne peut plus en débattre. Au début, on pouvait. Oui, mais c'est quand même assez rigolo que tous ces débats qu'il y avait en 92, toutes les interventions de Seguin, de Chevènement, avant qu'ils vrillent complètement, ils avaient raison. Ils avaient dit c'est complètement passé. Vous remontez même à Pierre Mendès France, dans ses discours de 57, tout ça, ça s'est complètement avéré. Ce que disaient les gaullistes à l'époque, ça s'est avéré. Et on voit que ces forces-là ont disparu, en fait. Les forces qui disaient exactement ce qu'il fallait faire et qu'on n'a pas suivi ont disparu. Et aujourd'hui, il vous reste même pas des opposants. Il reste un espèce de néant qui ne fonctionne plus que sur du buzz, sur des phrases sans idéologie. Enfin, vous avez le meeting de Macron, vous regardez, vous avez le pauvre Jean-Pierre Chevènement qui est avec Jean-Pierre Raffarin, qui est avec Renaud Muselier, qui est avec François Bayrou. Vous vous dites, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'on vend? C'est quoi leur but? C'est faire un parti unique, en fait. Il y a un parti unique et il n'y a pas le droit de voter pour autre chose que le parti unique. Attention, sinon t'es quand même une ordure. Waouh, c'est hallucinant, ce système-là. Une partie du problème, je pense que c'est un peu... Moi, j'ai passé ma vie à insulter tous les présidents de la République, les hommes politiques, tout ce qui me... Tant que j'avais droit à un micro, je m'en privais pas, mais avec toujours une sorte de préjugé favorable, disant, bon, les électeurs sont trompés, etc. Non, en fait, je veux dire, le mal qui ronge le pays, l'incapacité à décider et à sortir de l'ornière, c'est aussi dans la tête des électeurs. Et toujours pareil, cette espèce de déficit de
capacité d'action collective, d'identification collective, qui est en vérité encore plus chez les jeunes actuellement que chez les boomers. C'est cette chose invisible. Je parlais de destruction de ce qu'on avait hérité de la religion, mais qui déstructure. Et la chose qui manque, et je ne suis pas là pour la réclamer, je suis vraiment dans un diagnostic d'historien, d'anthropologue, c'est le sentiment d'appartenance collective fondamentale, c'est l'appartenance à la nation. C'est être capable de se dire, mais sans même réfléchir, comme un truc allant de soi, qu'on est français, et qu'a priori, avant même d'entrer dans tout débat politique, ce qu'on a tous en commun, même les salauds de droite, d'extrême droite, de tout ce qu'on veut, on ne se refait pas. Moi, quand j'étais jeune, j'étais communiste. Hein. Donc, je veux dire, on a tous ce truc commun d'être français. Et d'ailleurs, je dirais que la preuve ultime de ce que ce truc, ce sentiment qui me paraissait si simple quand j'étais gamin, et que j'ai toujours, en fait, même si les gens autour de moi semblent ne plus tellement le partager, c'est que maintenant, on en voit apparaître des espèces de caricatures difformes idéologiques sous la forme du zemmourisme. Le zemmourisme, le délire national de Zemmour, fait partie de la pathologie du sentiment national. Un Zemmour n'est possible que parce qu'un sentiment national naturel, sain et qui permet d'agir n'est plus là. Et ça, comment est-ce qu'on reconstruit un truc pareil ? Aussi, on peut se demander s'il n'y a pas une influence dont tu parles souvent, de l'élévation du niveau éducatif. Parce que qui draine le pays aujourd'hui ? On va dire en gros, c'est les macronistes, les classes supérieures, pour faire disons, le tiers supérieur du pays qui profite. 20%, les plus diplômés. Et moi, ce que je trouve frappant, c'est la haine que peuvent avoir ces gens-là du classe populaire. Des classes populaires qui ne sont pas bac plus 5 comme eux. Alors que, aussi, comme tu le dis assez drôlement, ces gens-là sont souvent des crétins instruits, mais des crétins qui ne lisent pas, qui n'ont pas de débat. Haine me paraît un peu fort. C'est un sentiment de distance. C'est un sentiment de distance, mais c'est... Tu regardes un macroniste parler d'un mec qui a voté Le Pen parce qu'il souffre, il n'y a pas juste un peu de distance. Oui, enfin c'est le 30% supérieur. J'en ai plus autour de moi, c'est fini. Oui, mais d'accord, mais quand tu les regardes, tu vois à quel point c'est ces crétins racistes qui comprennent pas le sens du vent, alors que ces types souffrent au quotidien de leur politique. Et c'est la disparition quand même du sens de la fraternité. C'est comme dans notre devise républicaine. Elle est où, la fraternité ? Vous n'en avez plus. Évidemment pas chez nos concitoyens musulmans, envers nos concitoyens musulmans, certes, mais tu regardes ces classes supérieures face aux classes populaires, mais il y a à peu près le même dégoût que tu vas retrouver chez un zemmouriste à ce niveau-là. Oui. Parce qu'il y a ce sentiment de supériorité, mais qui en plus est complètement fou, parce qu'ils n'ont rien de supérieur. Je crois que l'un des trucs dont... Comment dire... alors je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir un jour... J'ai mis du temps à piger ça, c'est que il ne faut pas, les élites, l'insensibilité des élites, etc., la cruauté, à la limite, la cruauté bourgeoise existait au XIXe siècle. Hein. Donc, cela dit, ces bourgeois se sentaient français quand même. Donc, ils sont allés se faire tuer en 14, comme tout le monde. Autant que les autres. Mais je pense que l'erreur, ça serait... de penser que symétriquement, les milieux populaires sont merveilleux. Non, ils sont porteurs du même mal. Et c'est pour ça qu'ils sont anti-immigrés, etc. Donc, pour moi, ce qui est clair, c'est que si on s'en sort, ça sera toute catégorie ensemble. Sauf peut-être les plus de 65 ans, auxquels on doit retirer le droit de vote d'une façon ou d'une autre. On est bien d'accord, on est bien d'accord et je partage. Non, mais sans doute que de moins en moins, il y en a qui partent, mais il y en a qui arrivent. Hein. C'est un flux. Les bourgeois du 19e étaient en effet sans doute plus violents, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. C'était pas 30% d'une population. C'est ça qui a changé. C'est d'un coup, il y a une telle masse, c'est la massification qui produit ça. C'est la... C'est lui l'anthropologue, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une disparition du monde social. C'était surtout moi qui avais dit dans l'illusion économique qu'effectivement, les éduqués supérieurs avaient atteint une masse telle qu'ils pouvaient vivre entre eux. On sent un peu cette idée-là, mais maintenant, après, on peut être aussi un peu optimiste dans les problèmes. Je pense que quand même,
Tout ce qu'on dit me semble vrai, même si tout le monde n'est pas d'accord. Mais je pense que là où on en est, c'est qu'il faut être sensible. Je pense qu'il faut ajuster notre pensée sur les taux d'inflation. C'est-à-dire que je pense que l'inflation, c'est pas agréable. Quand je regarde mon livret de caisse d'épargne, je frémis de penser qu'il ne restera plus rien dans 2 ans de tout ça à mon complément de retraite. Mais on est en train de passer dans un autre monde et beaucoup des choses qu'on dit aujourd'hui, quand on sera vraiment dans les vraies difficultés économiques, paraîtra très bizarre. Parce que peut-être... Et vont être remises en question. Ah oui, c'est-à-dire que l'une des grandes raisons de la passivité du corps électoral, laissons même de côté le monde politique, c'est que quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui gardent une existence confortable, un niveau de vie qui est incroyable par rapport à ce qui existait quand j'étais gamin après la guerre, et qui en plus, un niveau de vie qui est entretenu par le travail des Européens de l'Est, des Chinois. On est tous... Lénine avait écrit des trucs, je crois, sur la corruption morale de la classe ouvrière britannique par les revenus venus de l'Empire. Donc on est aussi dans... Voilà. Mais là, si les mécanismes de la globalisation économique s'effondrent, si en urgence, il faut se remettre à produire pour survivre, beaucoup des choses qu'on dit aujourd'hui vont paraître un peu, comme on dit en anglais, passé. Non, mais c'est clair que la mondialisation heureuse est derrière nous et qu'on est en train de commencer à payer la facture de ces décennies où on a des gens complètement ineptes qui ont été mis au pouvoir par nous. Et ça va un moment, hein, l'euro, ça va un moment. La planche à billets de la BCE, qui, depuis mars 2020, a doublé la masse monétaire, quand même, tranquillement, après l'avoir déjà doublé depuis 2012. Il y a des conséquences qui commencent à apparaître dans la vie des gens. En effet, il y a cette inflation, 5% en France, presque 8% en Europe. Alors, évidemment... 5% officiel actuel. Oui, on est bien d'accord, mais de toute façon... Commençons par dissoudre l'INSEE. Oui, certes, première mesure. Il y a cette problématique-là. Oui, enfin, c'est aussi qu'on achète à crédit, les pourcentages qui manquent en ayant bloqué les prix du pétrole, etc. Et c'est encore de la dette. Enfin, c'est encore n'importe quoi. Ces trucs-là, s'imaginer qu'il ne va rien se passer en jouant l'autruche. Alors, c'est vrai, hein, ça marche, ça peut marcher 20 ans, hein, mais ça ne marche pas non plus 50 ans. Et là, on commence à avoir ces difficultés-là. Et 5%, OK, c'est pas à 30% d'inflation, hein, mais qui va avoir une augmentation de salaire de 5% cette année ? Pas moi, déjà. Non, toi, ça t'es retraité. Non plus. Laisse tomber. Peut-être encore Macron, il va voir s'il va te faire. Mais c'est des difficultés qui commencent à apparaître sur ce système-là. Ça va être des difficultés. Bon, évidemment, on est passé maintenant dans un monde, l'Europe c'est la paix, c'est passé à l'Europe c'est la guerre. Et ça continue. On va s'attaquer. Maintenant, on voit que la Chine commence à être en ornière. Quand on va commencer à s'attaquer à la Chine, comme ils ont commencé à le faire, ça va augmenter les difficultés. Donc oui, ça c'est sans doute assez probable. Les difficultés vont devenir telles qu'au bout d'un moment, j'espère, les gens vont dire, c'est peut-être pas très malin de confier le pays à Macron, l'éducation nationale à Blanquer, etc., etc. Et dans les 5 ans qui viennent, alors, on n'est pas prophète, on n'est pas devin, mais lui un petit peu. Mais j'ai perdu la main. Là. Vers quoi on va ? Parce qu'on a beaucoup entendu, si Macron repasse, c'est l'explosion sociale, retraite aux 65 ans, on va avoir le retour des gilets jaunes, force 10. Alors, est-ce que ça, c'est ce quinquennat qui s'ouvre, quelle tête il va avoir ? Et ma question subsidiaire, c'est... Quand même, si on essaie d'avoir une note un peu positive dans la fin de cet entretien, est-ce que les dynamiques qui ont lieu actuellement à gauche, alors bon, j'ai compris que vous n'attendez pas grand-chose, mais est-ce que si on a une sorte de bloc de gauche, de cartel un petit peu combatif autour de la France insoumise et de l'Union populaire, est-ce qu'il y a possibilité que ça fasse un peu descendre le niveau de tension dans le pays ? Tout dépend, est-ce que Macron aura la majorité ou pas ? C'est le vrai combat est là. Est-ce qu'il va réussir à avoir, en tordant encore les institutions, est-ce que c'est 20% extrémistes du pays ? Parce que je rappelle qu'au premier tour, Macron, c'est même pas 20% des adultes. Est-ce qu'ils vont avoir plus de la moitié des députés ? Bon, espérons que non. Mais dans ce cas-là, après, il fera sans doute une alliance avec les LR rachétiques qui resteront.
Je ne pense pas que ça change grand-chose. Je pense qu'on va aller vers des temps, en effet, assez troublés de mobilisation sociale. Bon, après, peut-être qu'une surprise peut être là, et puis c'est pas impossible non plus que les électeurs comprennent qu'il faut absolument faire barrage à Macron et que c'est ça, la politique qui doit avoir lieu pour les législatives. Voilà. Si on a 150, 200 députés d'Union populaire à l'Assemblée. Ce sera certes un progrès, mais c'est hélas pas 300 députés. C'est ça qu'il faut. Il faut bien se rendre compte, aussi, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais à quel point on a le cerveau lavé pour considérer que c'est normal que les macronistes aient potentiellement la majorité des voix, alors que ce n'est pas du tout la majorité du corps électoral. Pourquoi déjà on n'a pas cette question essentielle qui est déjà le mode de scrutin des députés? Ça ne résout pas tout. Enfin, une proportionnelle, c'est ce qui est le cas dans la grande majorité des pays de l'Union européenne. On nous emmerde tous les 4 matins sur l'Union européenne, il y a des trucs bien quand même chez les voisins, prenons-les. Non, alors ça, c'est hors de question. Non, attendez, nous on aime la démocratie en France, il faut que 20% des gens ils aient la majorité des députés. C'est ça, voilà, ne faut pas trop y réfléchir, il ne faut pas trop avoir de débat, et puis c'est évacué. C'est un problème central. Je ne parle même pas de l'élection du président au suffrage universel, qui est complètement ridicule, et qui nous met dans l'ornière encore plus. Si le système il est sclérosé en bout de souffle et qu'on ne va que vers de crise de régime en crise de régime, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On a parlé de la proportionnelle. Oui, les référendums. Tu sais, c'est beaucoup de gens, moi j'entendais beaucoup de gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, je n'ai pas tous les noms en tête, mais parle de la proportionnelle comme une nécessité absolue au stade actuel. Mais ça ne résout pas tout. Vous regardez les autres pays, ce n'est pas non plus des miraculeux. Ce n'est pas ça qui va vous faire la démocratie non plus. C'est difficile de savoir quand est-ce qu'on est en démocratie. Par contre, on y voit quand on n'y est pas. Il est évident que si déjà vous n'avez pas un système proportionnel ou quasi intégralement proportionnel, vous n'y êtes pas. Si vous n'avez pas de référendum d'initiative citoyenne, au moins, pour à la rigueur, abroger certaines lois. La loi ne vous plaît pas, on peut faire un référendum, on dit cette loi ne nous va pas. C'est ça un minimum de sentiment démocratique. Sinon, vous êtes dans un système qui est complètement oligarchique et qui n'est pas de la démocratie. Et ça, c'est des questions qui sont quand même essentielles. Et je trouve qu'on en parle assez peu. En se retranchant derrière des histoires de 6e République ou de constituante, dont on parle beaucoup là, c'est qu'un moyen, c'est pas une fin. Discutons des fins. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un système où il n'y a plus d'élection du président? Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça dont il faut parler, c'est pas du moyen. Parce qu'au fait, une constituante aujourd'hui, si vous avez des élus politicards qui sont désignés, même à la proportionnelle, vous aurez un tiers d'extrême droite, un tiers de centriste, un tiers de gauche. Espérez pas des grands progrès démocratiques par ces élections-là. Il faut discuter de l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on veut? Et évidemment, les points que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, proportionnel et un référendum d'initiative citoyenne, c'est déjà le minimum où vous commencez à dire, on reprend un petit peu le pouvoir, on va pouvoir passer certaines lois. Mais il ne faut pas s'y tromper, les temps qui viennent vont être troublés, et je pense que ça sortira. Et ce système-là ne va pas survivre très longtemps. Et ça se finira de 2 façons. Soit il y a plus de démocratie, soit il y aura plus d'autoritarisme. Là, pour le moment, on est dans plus d'autoritarisme, on le voit bien avec Macron, ça ne peut que se renforcer s'il n'y a pas un mouvement populaire pour justement remettre la démocratie. Parce qu'on ne peut pas être dans un système comme aujourd'hui, on a un système représentatif, les gens qui nous représentent sont plus cons que la moyenne des citoyens. C'est nouveau, quand même. 19e siècle, vous avez Lamartine, Clémenceau, Jaurès, machin. Aujourd'hui, vous avez Darmanin, Schiappa, Blanquer. Waouh, c'est compliqué. Mais c'est pas juste pour faire une blague, c'est vrai. Mais pourquoi ils sont aussi nuls, ces gens-là? Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, être ministre, mais tu sers à rien. Tu te fais emmerder du soir au matin, va faire une blague quelque part, un con va te filmer, hop, c'est fini, ta carrière politique, elle explose, et tu ne peux rien décider. Regardez, moi j'ai interviewé quelques ministres de 81, les types arrivent et vous disent « Ah oui, non, moi j'ai nationalisé toutes les banques, j'ai fait… » Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui en tant que ministre dans le système cadré néolibéral actuel, qui est une vraie camisole de force dans lequel on nous met pour empêcher toute politique alternative. Donc après, ça ne sert pas à dire « je veux une politique alternative, mais dans la camisole de force ». Ça ne marche pas. La camisole de force, c'est un peu nous-mêmes, et l'individualisme pur sans force d'encadrement. Bien sûr, c'est qu'il n'y a plus de projet d'espoir collectif. D'où qu'il soit. Alors, donc, imaginons, nous sommes dans un jeu télévisé et on est sommé de faire des prédictions. Voilà, avec une roue. Il y aurait une grande roue qui tournerait. La roue de la fortune, la roue de la catastrophe. La roue de l'infortune. La roue de l'infortune, très bien. Ouais. Et alors, a priori, en ce qui concerne la dynamique interne du système, c'est vrai que Macron, avec les Gilets jaunes, a montré une certaine capacité à déclencher tout seul des crises majeures dans le système. Et on ne peut pas perdre espoir
qu'il ait d'autres projets d'autodestruction du système. Mais compte tenu de l'âge de la population, c'est pas l'âge des révolutions. C'est pas juste le problème du droit de vote. C'est quand il y a tellement de gens âgés dans un pays, et puis le niveau d'atomisation individualiste chez les jeunes ayant encore augmenté dans les générations récentes, l'hypothèse d'une dynamique interne renversant le système me paraît quand même probable. Dans le jeu auquel nous jouons, je ne parierais pas pour ça. Par contre, dans les 5 ans qui viennent, et compte tenu du fait qu'on est en train... on entre en guerre, en fait. Le continent entre en guerre. Et les derniers... je ne sais pas si c'était des prévisions ou des décisions des Américains, mais la guerre va durer. Je veux dire, logiquement, on va être emporté par un choc externe. C'est-à-dire, ça va pas, les événements décisifs qui vont entraîner un basculement en France se passeront à l'échelle globale européenne. Je ne sais pas si ça va être une explosion des fausses solidarités qui existent sur le continent, si ça va être un revirement d'attitude des Allemands, qui sont quand même beaucoup plus raisonnables, ou prudents, ou qui hésitent, ou divisés dans cette guerre, ou si... mais cela dit, la vérité des grands basculements historiques, c'est qu'ils combinent toujours un mélange de dynamique interne des systèmes et de choc externe. La révolution russe n'aurait jamais eu lieu sans la guerre de 14-18 qui a mis le tsarisme à genoux. Le nazisme n'aurait jamais eu lieu sans l'effondrement de l'Allemagne en 1918. Il y a des gens qui prétendent, disent, je ne sais plus quelle historienne américaine, que même la Révolution française, au final, est un produit de l'échec de la France durant la guerre de 7 ans, en fait, et de l'impuissance du système. Donc, mais je pense qu'on est en train de rentrer dans une de ces périodes où l'interaction des crises internes et externes va amener à un point de rupture. Mais alors lequel, comment, la surprise, faut être modeste. Non, mais je partage. On vit... Enfin, votre génération va se marrer. Je pense que pour les gens de ma génération, ça risque d'être assez difficile, en fait. Là, je pense on a intérêt à profiter de nos retraites tant qu'elles sont servies, parce que si un système explose, alors là, ça va être terrible pour les vieux. Les vieux soviétiques ont payé cher, ont payé grave, les fondements du système soviétique. Parce que là, dès que ça claque, les retraites pas servies, courir dans la rue, s'alimenter, quand on est vieux, c'est dur. Pour ça, je dirais que les vieux doivent être prudents. Doivent faire des concessions. Mais vous allez vivre une époque extraordinaire. Formidable, pleine de rebondissements. Je vous allez pas, journaliste en plus, vous n'allez pas vous emmerder une minute. Les derniers mois ont été très chargés, les suivants s'annoncent tout aussi pleins. Écoutez, on va conclure cet entretien ici. Je vous remercie. Donc, Olivier Berruyer, je rappelle donc que vous vous occupez du site Elucide. On peut retrouver votre travail sur des graphiques, des vidéos, des articles de fond, des contributions d'Emmanuel Todd aussi. Oui, tout à fait. Moi, je suis un contributeur fidèle, loyal et admiratif d'Elucide. Je ne le nie pas. Je t'en remercie. Donc oui, en effet, voilà, si vous voulez, évidemment, pour nous soutenir, souscrire un abonnement à Elucide. Par contre, ce qui peut être fait très, très facilement, qui ne vous coûte rien, qui vous prend 2 minutes, c'est tout simplement de vous abonner sur la chaîne YouTube avec la petite cloche. C'est quelque chose qui peut nous aider parce qu'au niveau des algorithmes, voilà, c'est très compliqué quand justement on parle de démocratie, quand on remet en cause ces idées on est dans un système parfaitement démocratique, tout va très bien, alors qu'on voit que c'est quasiment non pas le contraire, mais enfin qu'il y a des grands problèmes. On en parle ce samedi avec Anne-Cécile Robert sur les réformes institutionnelles à faire sur ces points-là sur la chaîne YouTube Elucide. Donc voilà, ce serait une moyen de nous soutenir vraiment sans que ça vous coûte rien. Merci beaucoup. Emmanuel Todd, peut-être un prochain livre Je suis censé écrire un bouquin de géopolitique, mais là, Après la paix. Non, mais Si, après la paix, je lis. Où en est Emmanuel Todd, peut-être ça serait mes mémoires. Mais il n'y a pas grand-chose, au fond de moi, à raconter. Non, mais ça devient...
ça me pèse. En fait, la guerre d'Ukraine me pèse, pas tellement parce que c'est difficile à analyser, etc., mais parce que moi, je me tais sur le sujet depuis le début. Je n'ai rien dit. J'ai fait quelques interviews au Japon, parce qu'au Japon, je peux m'exprimer plus librement. Mais, mais c'est l'attitude des Occidentaux qui me pose des problèmes d'analyse que je voudrais vraiment comprendre et dont je voudrais être capable de parler sans avoir l'air agressif ou méprisant. Donc je prends mon temps. Très bien. Mais je suis très avancé dans un bouquin de géopolitique, mais dont le cœur, encore une fois, je le répète, n'est pas l'analyse du comportement russe, qui est pour moi assez clair, assez simple. Ce que je cherche à comprendre, c'est la dynamique des États-Unis et ce qui se passe aux États-Unis, qui bien sûr la plus puissante, mais qui laisse apparaître tellement de signes de régression interne que dont je ne sais toujours pas s'ils vont s'en sortir ou non. C'est là que j'ai du travail à faire et des décisions à prendre. Oui, comme tu dis, on voit aussi le besoin d'espaces de médias alternatifs pour débattre de ces sujets-là, parce qu'on est quand même sorti d'un... On essaie de faire. Mais bien sûr, mais il n'y a pratiquement pas d'espace. On a quitté la zone paix, on n'est pas encore dans la zone guerre, là on est dans un flou dangereux, il n'y a pas de débat, nulle part. Enfin, le niveau de propagande est quand même phénoménal. Il n'y a pas un vrai débat sur pourquoi on en est arrivé là, et on n'a pas le droit d'en parler. C'est même pas de la propagande, c'est parce que comme tout le monde est d'accord, et assez profond dans la société, c'est la société elle-même qui n'est pas capable de débattre. C'est pas la faute des journalistes. Ah non, mais je dis pas que c'est la faute des journalistes, mais même si collectivement, ça serait malhonnête de dire que j'en souffre parce que je suis extrêmement soulagé, même si j'ai pu constater au cours de ma vie que maintenant je suis interdit d'antenne à France Inter, qui était, je dirais pas que c'était la maison pour moi autrefois, mais donc j'ai vu la façon dont j'ai vu se refermer le service public en termes d'expression publique pour des types comme moi qui pensent mal. Oui, mais c'est quand même fabuleux que sociétalement... Donc merci de me recevoir. C'est quand même fabuleux que sociétalement, on n'ait pas été capable à un moment donné d'aller demander des comptes à Macron ou à notre diplomatie. Pourquoi on en est arrivé là ? C'est incroyable. Oui, mais... Non, mais on arrive à des niveaux zéro. Avant, il y avait des partis communistes qui auraient gueulé, il y aurait des gaullistes qui auraient gueulé. Il faut pas s'indigner, selon les mauvaises blagues américaines. Relax and enjoy it. Ce sera le mot de la fin. Voilà, cet entretien est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche. Et puis surtout, si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. Nous avons besoin de vous et ce soutien financier est le seul qui nous permet de garantir des espaces où la pluralité des opinions peut continuer à s'exprimer. Et moi, je vous dis à très bientôt.